Bonjour à tout le monde. Alors c'est sympa ces soirées parce qu'il y a plein de médecins que je vois jamais en dehors de. Bref, donc aujourd'hui, je vais vous parler on va vous parler des vertiges. Le problème des vertiges, c'est que c'est quand même assez rébarbatif. Et alors, parler sans être trop chiant d'un truc quand même assez chiant, c'est pas nécessairement facile. Donc voilà. Parler des vertiges, c'est d'abord parler de l'équilibre. L'équilibre, ça dépend de plein d'informations. On est quand même des machines qui sont super bien faites. Je vais vous parler avec beaucoup de passion de l'oreille interne. Vous allez voir, c'est super intéressant. L'équilibre, ça permet de maintenir la posture et ça permet de maintenir le regard fixé. On ne se rend pas compte d'un tas de choses qui sont tout à fait inconscientes, mais on est vraiment des machines très perfectionnées. Ça nous permet de faire un tas de choses qui sont tout à fait folles grâce à ce système multiréflexe qui organise l'équilibre et l'équilibration. Donc en fait, l'équilibration dépend, le schéma corporel qu'on va avoir va dépendre de multiples capteurs qui sont d'abord les informations visuelles, c'est les informations prépondérantes pour l'organisation de son équilibre. C'est pour ça d'ailleurs que les ces informations visuelles sont prépondérantes. C'est pour ça que dans le noir, par exemple, on a beaucoup plus de problèmes d'équilibre. Soit les informations visuelles sont les plus importantes, les informations vestibulaires ensuite sont essentielles. Et puis on a enfin des informations proprioceptives. Toutes ces informations sont triées soit par voie réflexe, soit de façon consciente au niveau du cerveau. Et ça nous permet, par voie efférente cette fois, une fois que ces informations sont traitées, de donner des informations au système musculaire, squelettique, articulaire par une voie vestibulo-spinale. Et ça nous permet également de stabiliser le regard par les voies vestibulo-oculaires. Alors je vais vous expliquer ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, comme l'ophtalmo vous parlerait avec passion de l'œil, je vais vous parler avec intérêt de l'oreille interne. Le vestibule, c'est un organe qui est absolument génial. L'oreille interne est géniale, on ne parle pas de l'audition, on parle de l'équilibre. Donc le vestibule, qui est un organe d'analyse d'informations de l'équilibre, c'est vraiment génial. C'est constitué de plusieurs parties. C'est constitué de ce qu'on appelle des canaux semi-circulaires et c'est constitué de ce qu'on appelle des macules. Alors, quand on bouge la tête, voilà un canal, voilà une oreille interne, voilà un canal semi-circulaire. Ces trois canaux semi-circulaires, de chaque côté, permettent d'occuper les trois plans de l'espace. Ce qui fait que lorsque l'on va bouger la tête, on va faire bouger du liquide dans cette oreille interne. Donc cette oreille interne est baignée de jus, qu'on appelle de l'endolymphe, et donc cette oreille interne remplit ces canaux. À chaque fois que l'on va faire un mouvement dans l'axe du canal, on va faire bouger le liquide à l'intérieur de ce canal. Oui ? Bon. Donc si je tourne la tête à gauche, à droite, d'avant, arrière, droite, gauche, eh bien je vais stimuler différents récepteurs. Donc je vais faire bouger des liquides dans différents canaux. Par exemple, si j'avance la tête d'avant en arrière, je vais exclusivement faire bouger le liquide dans ce canal-ci. Alors qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce canal-ci? Eh bien, dans le canal, donc le canal c'est un tube avec une petite ampoule à l'extrémité. Et si on fait un agrandi de cette ampoule à l'extrémité, c'est fait comment? Eh bien, on a toute une voie nerveuse et une espèce de porte. Ce qui fait que lorsque, par exemple, j'avance la tête vers le bas, je vais imprimer un mouvement de rotation à mon oreille interne, je vais imprimer un mouvement de déplacement de liquide dans cette oreille interne, et ce déplacement va faire bouger la porte. Lorsque la porte bouge, elle envoie un message au cerveau qui dit voilà, je bouge, ce qui correspond, puisque je suis tel canal de tel côté, un mouvement d'avancer de la tête vers l'avant. On en a trois de chaque côté. Les canaux semi-circulaires parallèles donnent les mêmes informations. Et par exemple, les canaux externes, si je tourne la tête à gauche, eh bien, il y a un canal qui va dire je tourne à gauche et l'autre canal, par voie inversée, qui va dire je tourne à gauche. Et donc, petite parenthèse très intéressante, puisqu'on parlait des soirées festives de Louvain-la-Neuve, on a tous, il nous est déjà, j'espère à tous, arrivé de boire trop et d'avoir la tête qui tourne en fermant les yeux. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'endolymphe est très bien vascularisée. La cupule est très peu vascularisée. La cupule est dense. Ce qui fait que lorsque l'on boit de l'alcool, l'alcool étant moins dense que l'eau, moins dense que l'endolymphe, l'alcool va diffuser dans le liquide endolymphatique. Et au niveau des cupules, l'alcool étant plus léger que la cupule va se mettre à couler. Si la cupule bouge, si la cupule se déplace sans qu'il y ait de mouvement de la tête, la cupule dit au cerveau « je bouge », ce qui correspond au mouvement de rotation de la tête dans l'espace. Donc, que fait le cerveau? Le cerveau commande aux yeux, puisque la tête tourne, le cerveau commande aux yeux de bouger dans le sens inverse,
et on a le champ visuel qui se met à tourner. Donc on boit beaucoup, on ferme les yeux, on ne bouge pas, et pourtant le cerveau reçoit une information comme qu'on tourne la tête et les vertiges apparaissent. Tout ça pour vous parler du réflexe vestibulo-oculaire. Donc la fixation du regard, c'est un mécanisme qui est génial, c'est ce qui me permet de parler à quelqu'un, de le regarder les yeux dans les yeux en bougeant la tête. Comment ça se passe ? Si je regarde Vincent et que je tourne la tête à gauche, mes yeux continuent à focaliser sur Vincent parce que je tourne la tête à gauche. Au niveau de mes canaux externes qui renseignent sur les mouvements de rotation, au niveau de mes canaux externes, eh bien, je vais avoir l'information que je suis en train de tourner la tête vers la droite de X degrés. Eh bien, de façon réflexe, je vais avoir une commande aux muscles oculomoteurs qui vont imposer une rotation équivalente qui va me permettre de focaliser mon regard. Donc si je tourne la tête de 45 degrés à droite, eh bien, mes muscles vont imprimer une rotation de l'œil de 45 degrés à gauche, ce qui me permet de continuer à focaliser au même endroit. Voilà. Deuxième information qui est géniale, qui est dispensée par les macules cette fois. Donc les canaux semi-circulaires renseignent sur les mouvements de rotation de la tête dans l'espace. Les macules vont renseigner sur d'autres informations. Les macules, ce sont donc des récepteurs qui se trouvent ici. Les macules, c'est quoi? Donc, c'est un groupe de cellules ciliées sur lequel se déposent des espèces de, on appelle ça des autoconies, donc des cailloux, des petites pierres d'oreille qui ont une certaine densité. Et il y a une utricule qui est horizontale et une sacule qui est verticale. Lorsque l'on fait un mouvement, lorsque par exemple je suis en Subaru parce que c'est local, je vais vers l'avant, eh bien par inertie, ces petites pierres sont retenues vers l'arrière. Et donc, si j'avance, ces petites pierres basculent vers l'arrière, les cils sont tirés vers l'arrière, ça envoie des potentiels d'action, disant, ben voilà, les cils partent vers l'arrière, ce qui correspond au mouvement d'accélération vers l'avant. Et ce mouvement d'accélération, au niveau du cerveau, me renseigne sur les mouvements de mon corps dans l'espace. Pareil, donc l'utricule renseigne sur les mouvements d'accélération et les sacules, le sac est vertical, c'est pareil, dans un ascenseur, on sent qu'on monte, qu'on s'arrête, qu'on descend, qu'on s'arrête, parce que ces petites lithiases, ces petits cailloux font bouger les cils dans un sens ou dans l'autre. C'est un système qui est vraiment génial, mais qui est bien sûr très fragile, qui est vascularisé de façon très fragile et qui est sujet à un tas de problèmes potentiels. Donc, le système de l'équilibre, c'est un système qui dépend d'un tas d'informations. Ces informations doivent être cohérentes. Ces informations sont cohérentes pour donner des informations sur l'équilibre de façon tout à fait passive et inconsciente. Ces informations doivent être coordonnées, cohérentes. Elles sont hiérarchisées, c'est-à-dire que le cerveau doit écouter d'abord ce que disent les yeux, puis ce que disent les vestibules, puis ce que disent les informateurs de proprioception. Une chose intéressante, chez certaines personnes âgées, le vestibule en vieillissant peut perdre de son efficacité et ces patients peuvent, on appelle ça une ignorance vestibulaire, vivre sans utiliser leur vestibule. Et bien chez ces gens-là, qui sont basés quasiment exclusivement sur les informations visuelles, la nuit est une catastrophe. Être dans le noir est une catastrophe, systématiquement ils se cassent la figure vu qu'ils n'ont pas d'informations vestibulaires. Ces gens typiquement ils disent, moi je me lève pour aller faire pipi et je me casse la figure. Ça nécessite une rééducation vestibulaire simplement pour réapprendre au cerveau qu'il y a des informations vestibulaires et qu'il faut les utiliser. C'est un système qui est très bien fait en ce sens que si on a un récepteur qui dysfonctionne, les autres prennent le relais. C'est-à-dire que je peux, suite à une lésion, détruire complètement mon vestibule droit. Ça va être compliqué pendant quelques jours, mais très vite, une rééducation va se mettre en place et le vestibule gauche, les yeux et les récepteurs proprioceptifs vont se réorganiser pour donner une image tout à fait correcte du corps dans l'espace. Tant que tout fonctionne bien, c'est tout à fait inconscient. Lorsque ces informations ne sont pas cohérentes et qu'un conflit s'installe, apparaissent les vertiges. Donc tant que tout va bien, tant que ce système est bien huilé, il n'y a pas de souci. Dès qu'il y a un grain de sable dans l'équilibre, c'est la catastrophe. Donc, le vertige, c'est un conflit. C'est une situation où les informations ne sont pas cohérentes. Je vous ai parlé de l'alcool, par exemple. C'est un dysfonctionnement qui n'est pas pathologique, mais qui donne des conséquences qui sont relativement pénibles. Donc, lorsque l'on a une incohérence d'information, fatalement, ces incohérences d'information vont se traduire par des répercussions physiques
qui vont être des informations visuelles erronées, le nystagmus. Je vous rappelle que les patients qui vous décrivent une sensation rotatoire, c'est parce qu'il y a un nystagmus. C'est le nystagmus qui induit cette rotation rotatoire. Un patient à qui on fait un examen et qui dit oh, « je sens que tout tourne » et qui n'a pas de nystagmus, non, ce n'est pas le ressenti qui peut être décrit de façon la plus logique. Donc, information visuelle anormale, information oculomotrice anormale, ça va provoquer un nystagmus. Information musculaire et posturale anormale, ça va provoquer une latérodéviation du corps par exemple. Et également, ce système est relié au système végétatif, par des voies vestibulo-végétatives, on n'en parle pas. Et un patient qui a des vertiges, bien souvent, a des troubles neurovégétatifs, il transpire, il est tachycarde, il a l'impression qu'il va mourir, il est extrêmement anxieux, etc. Vous connaissez ça par cœur. Donc, le tout est de se dire, quand j'ai un patient qui a un vertige, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? A priori, une atteinte périphérique est en général beaucoup moins grave qu'une atteinte centrale. Une atteinte périphérique est, disons, c'est relativement facile de dire qu'on a affaire à une atteinte périphérique. Le diagnostic plus fin n'est pas nécessairement facile, mais une atteinte périphérique, donc j'ai une atteinte d'un vestibule, j'ai l'atteinte du nerf vestibulaire. Donc je débranche un vestibule, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir ce qu'on appelle un syndrome harmonieux. C'est-à-dire que le patient vous raconte, eh bien, tout à coup, docteur, ça s'est mis à tourner. Donc j'ai un vestibule qui ne fonctionne plus, donc j'ai une information qui n'arrive plus au cerveau. Comme le vestibule est responsable notamment des informations, est responsable de la fixation du regard, une atteinte du vestibule va provoquer un nystagmus. Le patient vous dit, ça tourne, j'ai un nystagmus, ça tourne. J'ai l'impression que tout tourne, et de la même façon, j'ai l'impression que tout tourne. Mes informations posturales sont équivalentes, j'ai l'impression que tout tourne et que je tombe du côté droit. C'est relativement compensé par la fixation des yeux, ce qui fait qu'un patient qui vous dit quand je fixe un point, j'augmente mes informations visuelles, donc je mets un peu au repos mes informations vestibulaires, ça va mieux. Donc typiquement, je suis désolé, c'est plein de textes, c'est une idée un peu chiante, mais un vertige périphérique, donc ça tourne. Le patient vous dit ça tourne, j'ai l'impression que je me casse la figure, c'est pire quand je ferme les yeux et j'ai l'impression que je vais mourir, je transpire, j'ai des grosses angoisses, etc. Après, quand on voit ce patient, le patient ne fait pas état de troubles neurologiques. La question à se poser, c'est est-ce que c'est un vertige dangereux ou pas? Vertige dangereux, pensez à une atteinte centrale, Vincent vous en parlera. Lorsqu'il s'agit d'une atteinte centrale, d'un syndrome dysharmonieux. Ce n'est pas un récepteur qui dysfonctionne, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus diffus, beaucoup moins systématisé. Lorsque l'on n'a pas un vertige harmonieux, lorsque quelque chose manque, c'est-à-dire lorsque ce n'est pas rotatoire, lorsqu'on n'a pas une déviation, lorsqu'on n'a pas, c'est pas aggravé par la fermeture des yeux, etc., on est fatalement dans une atteinte qui fait suspecter une atteinte centrale. Donc on voit son patient, on est un peu anxieux parce qu'il s'agit d'un vertige, est-ce qu'on s'en inquiète, est-ce que c'est un vrai vertige? La première chose à faire, est-ce que c'est un syndrome harmonieux ou pas? Est-ce que je m'oriente vers une atteinte périphérique ou pas? Tout le reste, après, c'est plus fin. Est-ce que j'ai un syndrome harmonieux? Oui, bon, je ne m'inquiète pas trop, c'est un problème ORL, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'inquiétude réelle, je peux déléguer. Est-ce que j'ai un problème? Tout le reste, la durée, etc., sont des critères qui vont permettre de faire un diagnostic plus fin. Donc la chose à retenir, je vois un patient vertigineux, c'est harmonieux, c'est pas harmonieux. Je vais examiner mon patient, je vais rechercher une atteinte neurologique, bien sûr. Pour voir si c'est harmonieux, je vais chercher les deux choses importantes, le nystagmus. Alors, vous n'avez pas de lunettes de Frenzel, c'est vrai, mais vous pouvez faire un examen. Cet examen, vous pouvez le rechercher de façon plus simple. Quand son conjoint ou ses enfants rêvent, on voit les yeux qui bougent dans tous les sens. De la même façon, si on examine un patient avec les yeux fermés et qui vous dit « j'ai l'impression que tout tourne », il a les yeux fermés, donc il n'a pas la compensation par le regard, donc on va majorer son nystagmus. Et si on voit derrière les paupières les yeux qui battent dans tous les sens, il y a un nystagmus. Il y a un nystagmus, ça fait penser horizontal en tout cas, un nystagmus horizontal ou rotatoire va orienter vers une cause périphérique. Donc on va rechercher dans son cabinet un nystagmus, c'est facile. On fait des épreuves pour voir s'il y a ou pas une latérodéviation. C'est-à-dire qu'on fait marcher, on fait un rhombert au patient, on lui fait une marche en étoile, on lui fait une épreuve des index, etc. Vous connaissez tout ça, pour voir s'il y a de fait ou non une déviation de l'entièreté du corps d'un côté, ce qui oriente vers
un vertige harmonieux. Après, tout le reste, donc signe neuro, on va en reparler, tout le reste, vous connaissez. Les examens complémentaires, je vous en parle 2 secondes parce que là, ça devient plus spécifique. C'est plus de l'ORL. ORL, on va faire un bilan auditif parce que l'oreille interne, c'est le vestibule, mais c'est aussi l'audition. Donc, on peut avoir des pathologies qui combinent dysfonctionnement vestibulaire et dysfonctionnement auditif. Le bilan vestibulaire proprement dit, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester les 2 oreilles internes, les 2 vestibules. Comment va-t-on faire? On va d'abord rechercher, vous vous rappelez que les problèmes nystagmiques sont potentialisés dans l'obscurité quand il n'y a pas de fixation visuelle. Donc on met les patients dans le noir avec une espèce de lunettes. Avant on utilisait des lunettes de Fresnel, maintenant on a des espèces de masques de ski noirs avec une caméra à l'intérieur qui permet de voir un œil. Donc vous voyez, ici le patient il est emballé, ici voilà, on a un écran avec l'œil du patient. Donc on voit l'œil du patient, on le bouge, on fait des manœuvres et on voit s'il y a un nystagmus ou pas. Le principe va être donc de tester cette oreille interne, donc on cherche un nystagmus spontané. Et puis alors on va faire ce qu'on appelle des épreuves caloriques, c'est-à-dire qu'on va tester chaque vestibule, l'un puis l'autre. Comment fait-on? Eh bien on met de l'eau chaude ou de l'eau froide dans une oreille. Comme la chaleur ou la fraîcheur se transmet et que les liquides dans l'endolymphe sont à 37 degrés, le fait de mettre de l'eau chaude à 44 degrés dans l'oreille va réchauffer les liquides qui se trouvent. Voilà, le canal extérieur, il est ici. Le canal extérieur, il vient quasiment dans l'oreille moyenne. Il est à la limite de l'oreille moyenne. Donc, si je fais arriver une source d'énergie chaude ici, je vais induire un mouvement de convection du liquide dans le canal. Ce mouvement va faire tourner les liquides dans le canal, va exciter la cupule du canal externe qui va dire au cerveau « je tourne ». Donc, par réflexe vestibuloculaire, les yeux vont se mettre à tourner et nous, on va enregistrer le mouvement des yeux. Donc, on va dire « ah, ça réagit à l'eau chaude normalement, il y a un nystagmus ». Ou ça ne réagit pas du tout, il y a un dysfonctionnement du vestibule. Donc, je vais tester en cabinet par ce qu'on appelle le bilan VNG. Je teste les vestibules les uns puis les autres. Je peux les tester ensemble également. Je fais ce qu'on appelle des épreuves cinétiques, c'est-à-dire on met le patient sur une chaise et on le fait tourner dans un sens puis dans l'autre, toujours dans le noir, donc il n'a pas d'informations visuelles. Il ne se sert que de ces informations vestibulaires pour compenser ces mouvements de rotation par des nystagmus. Et donc on va enregistrer globalement comment sont organisés les 2 vestibules. On va prendre encore un tas d'examens. L'imagerie n'a pas beaucoup d'intérêt lorsque l'on cherche un problème périphérique, hormis pour rechercher une tumeur périphérique, mais bon, ça c'est, je vais en reparler 2 petites secondes par après. Donc une atteinte périphérique, un syndrome harmonieux. Vous allez d'abord, en fait il y a trois diagnostics qui sont plus fréquents. Il y a la maladie le vertige positionnel bénin, c'est la grande majorité des vertiges périphériques. De façon plus rare, la maladie de Ménière et il faut penser également à ce qu'on appelle une neuronite vestibulaire. Je vous en dis 2 petits mots. Le vertige positionnel bénin, c'est le vertige harmonieux périphérique qu'on voit le plus souvent en consultation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, il y a 3 canaux semi-circulaires par côté. Le vertige positionnel bénin apparaît lorsque des petites lithiases, donc je vais vous rappeler que sur les macules, il y a des petits cailloux qui permettent de faire la densité pour exciter les cils lors de l'accélération, de la décélération. Eh bien, on peut avoir, pour des raisons inexpliquées, parfois suite à des traumatismes, des cailloux qui se décrochent et qui vont rentrer dans un canal semi-circulaire. Ce faisant, ils vont soit boucher un canal semi-circulaire, soit modifier la densité du liquide, l'épaissir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, je mets des petites lithiases dans mon canal semi-circulaire externe du côté gauche. Eh bien, lorsque je tourne la tête à gauche, qu'est-ce qui se passe? Mes yeux disent au cerveau, je tourne à gauche, je vois le champ visuel qui tourne de 90 degrés. Donc les yeux disent, je tourne de 90 degrés dans le plan horizontal vers la gauche. Les muscles de la nuque vont sentir que je tourne de 90 degrés vers la gauche, donc ils vont dire au cerveau, je tourne de 90 degrés vers la gauche. L'oreille droite, au niveau de l'oreille droite, dans le canal externe, il va y avoir un mouvement de rotation. La cupule va être stimulée, dire au cerveau, je suis stimulé comme ça, donc je tourne la tête à gauche de 90 degrés. Mais ce qui va se passer dans mon canal avec les petites lithiases, c'est quand je vais tourner la tête à gauche de 90 degrés, eh bien, si le canal est bouché, je n'ai pas de mouvement de liquide dans le canal, la cupule n'est pas stimulée, j'ai une information qui arrive au cerveau qui dit « je ne suis pas stimulé, je ne bouge pas ». Ou bien alors, comme le liquide est épais, au lieu de s'ouvrir, au lieu de dire « je bouge de 90 degrés vers la gauche »,
le liquide est épais, il y a moins de stimulation de la cupule, l'oreille gauche va dire au cerveau, je tourne de 30 degrés vers la gauche. Et donc le cerveau va recevoir des informations qui ne sont pas cohérentes. Tout le monde dit je tourne à gauche de 90 degrés, sauf l'oreille gauche qui dit non, je tourne de 30 degrés ou je ne tourne pas du tout vers la gauche. Donc le cerveau ne sait pas quoi faire, il a une discordance d'informations, il va provoquer un vertige rotatoire harmonieux qui va durer quelques secondes. Pourquoi? Donc, je tourne la tête vers la gauche, après 1 à 2 secondes, il y a une discordance d'informations, les vertiges commencent. J'ai des vertiges, j'arrête de bouger. Donc après quelques secondes, la porte se referme, on va dire. Les yeux disent au cerveau, je ne bouge plus. Les muscles disent au cerveau, je ne bouge plus. Et l'oreille gauche qui disait au cerveau, je ne bouge plus, elle ne bouge toujours pas, mais tout le monde est d'accord pour dire, je ne bouge plus. Les vertiges s'arrêtent. C'est génial quand même. Donc, je tourne, donc typiquement un vertige positionnel bénin, docteur, je suis dans mon lit, je me retourne, ça se met à tourner. J'ai l'impression que je vais tomber dans mon lit, j'ai des nausées, puis après quelques secondes, ça s'arrête, j'ose plus bouger, docteur. Vertige positionnel bénin. Alors, le concept du vertige positionnel bénin, donc il est tout à fait bénin. Le diagnostic, il se fait à l'anamnèse. Lorsqu'un patient a un vertige positionnel bénin, c'est lié donc à la présence d'un corps étranger dans un canal semi-circulaire qui le bouche ou qui en modifie la densité. Le principe du traitement, c'est un problème mécanique. Donc il n'y a aucun traitement médical qui va permettre d'améliorer la situation. C'est un problème mécanique, donc il faut mécaniquement purger le canal de ces impuretés. Comment ça se passe? Soit le patient est courageux et il passe des heures chez lui à se mettre dans des situations qui provoquent les vertiges. S'il se rend compte que quand il tourne à droite, ça provoque le vertige, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il tourne à droite, il provoque un mouvement de liquide dans le canal qui ne répond pas bien. Et donc petit à petit, en faisant ce mouvement-là, il va finir par purger le canal de ses impuretés. Plus simple, on l'envoie chez l'ORL qui va faire par différentes manœuvres diagnostiques, pouvoir dire le problème il est dans le canal postérieur, supérieur, externe, droit ou gauche. Une fois qu'on arrive à dire où est le problème, on peut faire au canal dysfonctionnel un mouvement de 360 degrés dans son axe pour le purger de ses impuretés. Ça fait un peu sorcellerie. Le patient vient avec des vertiges, on l'examine, on dit le problème il est là, tac, 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 on fait la manipulation. Puis on lui dit, alors il y a 80% de chances de succès. Pendant 2 jours, vous allez être un peu malade parce que là, on a un peu stimulé les vestibules. Et si dans 2 jours, vous êtes guéri, c'est que vous êtes guéri. Et ça, c'est sympa parce que c'est... Après, on est un petit peu un surhomme. Bon, une autre cause... la maladie de Ménière, on en parle toujours, vous en avez entendu parler 1 milliard de fois. Je veux dire qu'il y a 30 ans, tous les vertiges étaient étiquetés maladie de Ménière. Moi, sur 5 patients qui arrivent avec un diagnostic de maladie de Ménière, j'en retiens parfois 1. Donc en fait, la maladie de Ménière, qu'est-ce que c'est en clair? Enfin, en physiologique, on va dire. Voilà l'oreille interne, donc le vestibule et l'organe auditif. Qu'est-ce qui se passe dans la maladie de Ménière? La maladie de Ménière, c'est une maladie qui se traduit par une augmentation de la pression de l'endolymphe. Donc vous rappelez que l'oreille interne est baignée dans du liquide, que ce liquide baigne les cellules sensorielles. Et bien dans la maladie de Ménière, on a une augmentation de la pression dans cette oreille interne qui va écraser les cils, qui va traumatiser les organes sensoriels et provoquer une atteinte tant sur l'audition que sur l'équilibre. Une atteinte sur l'audition, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les patients vont faire une crise de maladie de Ménière, la maladie de Ménière, c'est une maladie qui se caractérise en crise. Les patients font des crises qui vont durer quelques minutes à quelques heures, des grandes crises de vertige harmonieux où ils vont avoir un nystagmus. On est vraiment malade quand on a une crise de vertige harmonieux. Ils vont vomir leur tripes, ils vont se casser la figure dès qu'ils se mettent debout. C'est compliqué, ça ne dure pas dans des heures. Et donc, à chaque fois qu'on a une crise, l'organe le plus sensible, c'est évidemment l'organe vestibulaire. On a une crise de Ménière, une augmentation de la pression, on va développer des signes vestibulaires importants. Ces crises vont s'arrêter et ça va récidiver régulièrement. À chaque fois qu'on fait une crise, donc, on traumatise exactement de la même façon les cellules ciliées de l'organe auditif. Et donc, avec le temps, on va avoir une baisse de l'audition. Une baisse de l'audition va s'accompagner d'un acouphène. Et donc la maladie de Ménière, c'est 3 choses. C'est 2 grandes crises de vertige périphérique qui durent de quelques minutes à plusieurs heures, qui sont accompagnées d'une baisse de l'audition et d'un acouphène. Bon, ceci dit, c'est juste pour votre culture générale parce que c'est quand même très rare. Je ne vous parle pas des traitements ni de l'évolution. Ça devient un petit peu, où ça vous intéresse, ou c'est un peu spécifique.
Bon. J'ai trouvé ça sur Internet. Ouais. Donc, voilà, toujours penser aux jeunes. Ça peut être utile dans le traitement de la maladie linéaire. Alors, autre pathologie qui est, intellectuellement, c'est quand même intéressant. Donc, une pathologie périphérique, ça peut toucher l'oreille interne, ça peut toucher le nerf auditif, le nerf vestibulaire, pardon, ou un des nerfs vestibulaires qui amène les informations donc jusqu'aux centres cérébraux. Une neuronite vestibulaire, c'est une agression de ce nerf, et ça va provoquer un vertige harmonieux qui va durer, lui, plusieurs jours, et qui en général ne récupère pas. Donc assez typiquement, le vertige positionnel bénin, quelques secondes, quelques minutes, la maladie de Ménière, quelques minutes, quelques heures, et la neuronite vestibulaire, c'est pareil, c'est un gros vertige périphérique, le patient vomit tout ce qu'il mange, ça dure plusieurs jours, le patient n'est vraiment pas bien, et c'est la seule indication d'hospitalisation. On n'hospitalise jamais un patient pour vertige, sauf s'il vomit tellement qu'il ne peut pas s'alimenter. La seule raison d'hospitaliser un vertige, c'est pour l'alimenter, pour le perfuser. Donc la neuronite vestibulaire, en général, aboutit à une destruction de la perception des informations vestibulaires. C'est le patient qui a donc une neuronite vestibulaire, son vestibule, dans la grande majorité des cas, ne donnera plus jamais d'informations cérébrales, ne donnera jamais plus d'informations, ne servira plus de récepteur, de récepteur sensoriel. Et donc, rapidement, après une neuronite vestibulaire, donc on est très malade, pendant quelques jours, et puis rapidement, plus on est stimulé d'ailleurs, rapidement on a une compensation centrale. Donc au départ c'est compliqué parce qu'il y a un vestibule qui ne donne plus d'informations, mais en quelques jours il y a un relais qui est pris par les autres récepteurs. Et d'ailleurs, plus on met le patient dans des situations inconfortables, plus vite se fait la récupération. C'est pour ça d'ailleurs que c'est bien d'envoyer des patients qui font une neuronite vestibulaire chez les kinés pour faire des rééducations vestibulaires. Ça permet d'éviter que les gens s'isolent dans un espèce de repli physique et ne bougent plus pour éviter de déclencher des vertiges. Plus ils traînent, moins vite ils récupèrent. Donc traitement mobilisation précoce, donc ça je vous ai dit, blablabla. Bla. Oui, un peu sérieux, je me dis pourquoi j'ai fait toutes ces dias si c'est pour ne pas en parler. Il faut parler des choses un peu plus intéressantes. Mal du voyage. Donc toutes les dias précédentes, c'est un peu des dias d'ORL pour des ORL. Le mal du voyage, c'est très intéressant. Qu'est-ce que le mal du voyage? Le mal du voyage, c'est un conflit dans la hiérarchie des informations que l'on reçoit. Quand est-ce qu'on a le mal du voyage? On a le mal du voyage en bateau, non pas quand on dort en bateau, mais quand on a les yeux ouverts en bateau. C'est-à-dire qu'on est dans un bateau, on a les yeux on est dans la cabine. Nos yeux nous disent « la cabine ne bouge pas ». Le vestibule et les récepteurs proprioceptifs nous disent « ça bouge dans tous les sens ». Mais qui croire dans ce cas-là? On a une discordance d'informations, ça provoque une cinétose, on a le mal du voyage, on a un problème vestibulaire qui se traduit par des vertiges, un inconfort, des vomissements, des nausées, etc. On est en voiture. Quand on conduit, on n'est pas malade puisqu'on a le champ visuel qui bouge au même titre que la perception vestibulaire ou encore proprioceptive. Les problèmes commencent quand on est copilote et qu'on regarde le tableau de bord. Parce que le tableau de bord nous dit « je ne bouge pas » alors que tout le reste nous dit « je bouge très fort ». Et là où c'est encore pire, c'est quand on se met à lire un livre. Donc on fait les devoirs avec les gamins derrière, c'est juste l'idéal pour être malade. Parce qu'en 3 minutes, les yeux disent « je ne bouge pas », mais tout le reste dit « je bouge dans tous les sens ». Et voilà. Donc pour ne pas avoir le mal du voyage, il suffit d'utiliser de façon correcte les informations visuelles. Donc soit vous êtes dans un bateau, vous fermez les yeux, pas d'informations visuelles, pas de discordance, soit vous êtes dans un bateau, vous regardez l'horizon. Et donc sur Amazon, j'ai trouvé ça, c'est très intéressant. C'est des lunettes spéciales pour les gens qui ont le mal du voyage, avec un liquide différent, donc de façon tout à fait inconsciente, le patient a les informations visuelles, qui sont tout à fait correctes. Donc il est dans le bateau, il voit la cabine qui ne bouge pas, mais si elle bouge, parce que sur les côtés, latéralement et devant, j'ai des petites informations qui me disent si ça bouge, donc j'ai pas d'incohérence, donc j'ai a priori moins de mal du voyage. Quand on a mal du voyage, il y a un traitement qui est vraiment très simple. On va chez un kiné qui fait une rééducation vestibulaire, qui fait une rééducation pour le mal du voyage. Comment ça se passe? Eh bien, on s'assoit dans une pièce
et dans une pièce où il fait noir, et le kiné branche une petite lampe, c'est les petites lampes qui, avec la chaleur de l'ampoule, font tourner un truc. Et donc le petit abat-jour, il est noir, il est blanc, il est noir, il est blanc. Donc on se met dans une pièce, et autour de nous, il y a des barres blanches, noires, qui tournent. Donc mes récepteurs vestibulaires me disent « je bouge pas », mes récepteurs proprioceptifs me disent « je bouge pas », mais mes récepteurs visuels me disent bah, « ça tourne ». Donc après 5 minutes, on est malade comme un chien. Donc on rentre chez soi, on revient 2 jours après, puis 2 jours après, puis 2 jours après, puis 2 jours après, puis après quelques jours, le cerveau rehiérarchise les informations, le cerveau se rend compte que dans certaines situations d'inconfort de cinétose, il ne faut pas nécessairement prendre pour argent comptant les informations visuelles, mais redonner une place aux informations vestibulaires et proprioceptives pour éviter ce genre de conflit qui aboutit sur des vertiges. Hiérarchie d'informations que quelqu'un qui n'a pas de cinétose a assez naturellement. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas le mal de mer, ben, il n'a pas le mal de mer, il n'est pas malade, parce que le cerveau écoute ce que disent les informations vestibulaires et visuelles et proprioceptives. Si le cerveau n'écoute pas suffisamment ce que disent les informations vestibulaires, eh bien on a un conflit, on a le mal du voyage. Bon. Le contraste. Bon, quelques mots, les vertiges et la plongée, des choses que vous pouvez avoir aussi. C'est intéressant. Rappelez-vous que quand on a de l'eau froide dans une oreille ou de l'eau chaude dans une oreille et pas dans l'autre, eh bien, on va imprimer des mouvements de liquide dans l'oreille interne, mais pas dans l'autre, et que donc, on va avoir des informations non cohérentes qui vont arriver au cerveau. Le cerveau va provoquer un nystagmus, qui va provoquer une sensation de vertige. Donc, lorsqu'on a un vertige à la descente, que c'est transitoire, eh bien, on va se dire qu'un vestibule, un canal semi-circulaire externe va être stimulé et pas l'autre. Par exemple, quand on a un gros bouchon. Un gros bouchon, il n'y a pas d'eau qui rentre. Mais de l'autre côté, ça rentre et donc ça va exciter le vestibule. Ou alors, on a une perforation du tympan, ce qui fait que l'eau va pénétrer plus profondément et avoir une action plus chauffante ou refroidissante sur la température de l'endolymphe. Si c'est quelque chose qui est persistant, c'est-à-dire qu'on descend et on est dans le fond de l'eau et ça tourne et ça tourne et ça tourne, c'est quand même un petit peu plus embêtant. Il faut suspecter une atteinte vraie du vestibule par quelqu'un qui décompresse comme une brute épaisse. Eh bien, il décompresse. En décompressant, on augmente la pression dans l'oreille moyenne et on peut, en augmentant super violemment, j'en ai jamais vu, en décompressant super violemment, provoquer une petite brèche entre l'oreille moyenne et l'oreille interne, provoquer un écoulement d'endolymphe, bref. Ça n'existe pas. Mais intellectuellement, ça peut se concevoir comme ça. Les vertiges quand on remonte. Les vertiges quand on remonte, bah, si ça persiste, il faut bien sûr penser à un accident de décompression. Par contre, de façon plus transitoire, quelqu'un qui vous raconte il y a 3 jours, j'ai été chassé en remontant, j'ai été pas bien, j'ai eu des vertiges pendant 1 heure ou 2. Ça peut être ce qu'on appelle des vertiges alternobariques, c'est-à-dire qu'en remontant, si on a des pressions qui sont différentes entre l'oreille moyenne droite et gauche, eh bien, on peut avoir des excitations différentes au niveau. Ça peut modifier, on va dire, les pressions endolymphatiques et provoquer des variations de perception avec des vertiges qui risquent de persister. C'est bénin. Et voilà. Voilà. Bon, ben, merci Johan, c'était très clair. J'ai pas dit Johan, j'ai dit Johan, j'ai fait attention. Donc quand tu m'as sollicité pour faire ce topo, je me suis dit, mais les vertiges CORL, pourquoi ils m'embêtent avec ça? Et puis j'ai réfléchi un peu quand même 2 secondes et je me suis dit, il y a quand même des vertiges neurologiques. Et puis je me suis dit, quand les gens viennent me voir, la plupart du temps, c'est pas des vertiges. Et c'est un trouble de l'équilibre, c'est une instabilité. Donc on va partir sur des trucs qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus hétérogènes, peut-être un peu moins marrants, mais bon, je vous montrerai quelques vidéos pour essayer de montrer ça plus dynamique, plus interactif. Donc je reviens rapidement sur 2 définitions. Le vertige, on en a parlé, Yann en a très bien parlé. C'est une discordance, c'est une sensation erronée entre le vestibule et les informations visuelles et proprioceptives. On n'y revient pas. Ça peut être central ou périphérique et on va se focaliser sur tout ce qui est central pour ce qui me concerne. Les instabilités, c'est plus compliqué. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'une instabilité sur le plan neurologique. Je n'ai pas trouvé de vraie définition. J'ai regardé dans le Larousse, tout simplement. Manque de stabilité, manque d'équilibre. Et on revient sur trouble de l'équilibre à la marche, essentiellement. Donc, c'est les 2 grands chapitres qu'on va traiter. Vous verrez que les vertiges, c'est beaucoup plus restreint en neurologie.
Donc les vertiges est-ce bien neurologiques? Oui, ça peut être neurologique, ça peut être central. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui va nous faire dire c'est neurologique, c'est central. Alors, le problème c'est déjà qui vous adresse le patient. Si c'est un ORL, dites-vous bien qu'il y a de bonnes chances que ça puisse être non périphérique et que ça puisse être central. Donc ne dites pas « ah non, c'est des vertiges, bon, j'en veux pas ». Il faut considérer la demande avec beaucoup d'attention. Je ne dis pas que dans les autres cas, il ne faut pas, mais il y a de fortes chances qu'on soit sur un vertige vrai et donc on verra quelle étiologie suspectée. Est-ce que ça... On n'a pas des petites flèches là, ça ne marche pas bien. Bon, il n'y a pas de flèche, c'est pas grave. Le mode d'installation, ça ne discrimine pas. On a vu les vertiges brutaux. Il peut y avoir aussi bien des causes ORL que des causes centrales, par exemple vasculaires. Un accident vasculaire cérébral, par définition, c'est focal, c'est brutal. Donc attention, ça ne vous permet pas de dire si c'est ORL ou neurologique. Le profil évolutif, on va avoir des tendances. L'ORL, ça va être plutôt des vertiges itératifs, à part la névrite vestibulaire ou la neuronite vestibulaire. On va plutôt avoir quelque chose de neurologique dans les formes continues et chroniques, et dans les vertiges itératifs, les vertiges très courts avec des intervalles libres, plutôt quelque chose d'ORL. Jusqu'à présent, pas grand-chose qui nous permette de faire le tri. On va voir s'il y a d'autres choses qui peuvent nous aider. Le terrain, toujours se méfier. Alors c'est toujours la problématique et la grosse angoisse de ne pas passer à côté d'un problème vasculaire. Donc toujours se méfier du sujet âgé, qui a des facteurs de risque vasculaire, l'AFA, les multifacteurs de risque vasculaire, qui a des vertiges, et se dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière quand même de neurologique? Donc quelqu'un de jeune qui a un vertige, évidemment, on aura moins tendance à penser à un problème vasculaire, mais il ne faut pas être trop dogmatique. Les signes associés, on a vu les signes végétatifs, ce n'est pas discriminant, un vertige par définition, ça va créer ces signes, nausées, vomissements, sueur, etc. On ne se sent pas bien et donc on ne pourra pas faire la différence. En revanche, dès qu'on... Hop, c'est parti un peu vite. Dès qu'on rentre sur d'autres signes, évidemment des signes focaux, mais aussi des petits troubles de vigilance et des céphalées, il faudra se dire, il y a peut-être autre chose que quelque chose d'ORL. Et l'examen clinique, évidemment. Le fameux nystagmus que Johan nous a parfaitement expliqué peut être un élément orientant, un élément très très fort qui va nous faire dire c'est central ou c'est périphérique. Donc finalement, dans tout ça, on peut se laisser avoir. Au téléphone, c'est impossible de faire le tri, de savoir ce que c'est. Et finalement, dans tout ça, moi, il n'y a que l'ORL finalement qui va me faire dire il y a bonne chance que ça puisse être neuro. Le reste, il faut voir les gens et on peut se planter, il faut le savoir, il faut rester humble devant un vertige, surtout quand on pense que ça peut être central. Alors les vertiges isolés, d'installation brutale, j'ai mis l'ivresse, l'alcoolisme aigu évidemment, les causes vasculaires, on va dire que, décidément je me fais avoir à chaque fois, je vais y arriver, on va dire que le gros problème ça reste quand même le problème vasculaire, est-ce qu'on est face à un AVC ou pas? Le reste, ça va être plus anecdotique. Les crises comitiales, les crises avec une aura vertébro-basilaire, donc plutôt chez l'enfant, l'hypotension orthostatique et le contexte, les causes entre guillemets psychogènes ou fonctionnelles, ça va être également quelque chose de moins grave, mais pour lequel on peut se laisser piéger. Mais finalement, c'est cet aspect-là qui va nous poser le plus de problèmes et on peut se faire avoir. Personnellement, pour avoir bossé dans une unité neurovasculaire, on a souvent des patients chez qui l'ORL dit « oh, c'est probablement périphérique » et finalement, on se laisse tout savoir, l'ORL, le neuro, et on découvre qu'il y a un AVC quelques jours après. Bon. C'est un peu, donc, au final, le message. Si on a des atypies, si on a un doute, s'il y a quelque chose, allons jusqu'à l'imagerie, demandons un avis spécialisé parce que c'est trop compliqué tout seul. Si on reste sur un vertige qui est plus subaigu ou chronique, on va avoir moins d'inquiétude, on est moins dans une urgence, on est moins dans la problématique vasculaire et donc on va pouvoir avoir un certain nombre d'étiologies. Alors c'est des listings, je vous mets ça, on est obligé d'évoquer des petites choses et de vous donner des exemples de grandes pathologies, de grands domaines, mais on va avoir tout ce qui est de l'ordre des tumeurs de la fosse postérieure, tout ce qui est vasculaire, malformation artério-veineuse, les maladies inflammatoires, etc. Ça n'existe pas, l'insuffisance vertébro-basilaire. Tout le monde l'a vu dans des bouquins traînés à une époque. C'est des vieux termes, ça ne correspond à rien. On est dans le domaine de quelque chose d'une problématique vasculaire. On n'est pas dans de l'insuffisance, c'est un terme qui n'existe pas. Donc au final, quels
qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est l'avis de l'ORL. Donc si quelqu'un arrive aux urgences pour vertige, il faudrait avoir un avis ORL, hein, idéalement. C'est ça qui va être l'élément d'orientation, le principal. Et on nous a bien expliqué ce qu'il fallait chercher, ce qui va être déterminant pour nous. Faire un scanner devant quelqu'un qui a des vertiges, ça va faussement nous rassurer. Ça va être irradiant et puis on sait qu'on va se faire avoir. Il y a des faux négatifs, soit parce qu'il y a une ischémie toute petite, on ne la verra pas sur un scanner, soit parce qu'on fait un scanner trop précoce et que dans les 24 heures, on sait que tout peut être normal. Donc ne pas prescrire des scanners à tire-larigot à des gens qui vont de toute façon avoir une imagerie normale, ça ne sert à rien. Si vraiment on est convaincu, il faut aller jusqu'à l'imagerie. Vous mettez le type dans l'IRM, alors vous allez me dire l'imagerie c'est compliqué. Oui, mais il faut savoir trier ses vraies urgences. Si on est convaincu du truc, un vertige, ça se met dans une IRM, on fait une séquence de diffusion, on commence par ça, on a la réponse tout de suite. Si vous n'avez pas la réponse parce que vous êtes trop précoce et que vous ne voyez pas sur l'imagerie l'infarctus, vous pouvez avoir les vaisseaux juste derrière. Et si vous avez une occlusion artérielle qui est dans le bon territoire, vous direz « je vois rien sur la séquence de diffusion, mais j'ai l'occlusion et parce que je suis trop précoce, je ne vois rien sur l'IRM, ça va venir dans quelques heures, mais j'ai la réponse ». Donc il ne faut pas rester sur l'idée que scanner, normal, je suis tranquille, j'élimine les choses et il faut aller un petit peu plus loin. L'exploration des troncs supraortiques dans l'idée d'occlusion, de sténose ou de quoi que ce soit n'a pas d'intérêt, sauf si on démontre qu'il y a une problématique vasculaire claire. Donc avis ORL, sûr et certain, évidemment si on peut l'avoir, et l'imagerie selon contexte. Évidemment, on peut avoir une dissection d'une vertébrale et un AVC à 30 ans, mais c'est quand même beaucoup plus rare que quand on a une problématique, une EFA, 75 ans, un vertige qui dure un peu. Et un peu brutal. Je vous ai mis là quelques exemples de pathologies qui pourraient donner des vertiges subaigus chroniques. C'est un petit pot pourri, mais qui peut être intéressant. On peut avoir aussi bien des tumeurs. Vous avez un méningiome qui est accolé à la tente du cervelet. Vous pourrez avoir des pathologies infectieuses avec des abcès. Le fameux neurinome qui va donner des signes vertigineux, des déséquilibres, des signes d'atteinte de l'audition, et éventuellement d'autres signes d'atteinte des paires crâniennes. Des maladies inflammatoires comme la sclérose en plaques avec des lésions un peu diffuses et notamment dans la fosse postérieure au niveau du cervelet. Une malformation de Chiari. Bon. On pourrait mettre des dizaines et des dizaines d'images qui montreraient des lésions. Alors vous avez vu, elles sont toutes orientées évidemment vers la fosse postérieure, vers le cervelet, c'est normal puisque c'est ce qui va donner surtout les atteintes et les signes vertigineux. Mais on peut avoir beaucoup plus de causes et d'images à montrer que ce que je vous montre aujourd'hui. Donc les messages, vertige isolé aigu, si on peut plutôt l'ORL en premier, et puis les petites choses, si le nystagmus n'est pas typique d'une atteinte périphérique, si on a un terrain vasculaire, et encore plus si on a des petits troubles de vigilance, des céphalées, et bon, les signes focaux c'est la cerise sur le gâteau, il faut suspecter un AVC, il faut une imagerie, des vaisseaux et du cerveau. Pour ce qui est plus chronique et subaigu, on a le temps de réfléchir, on peut voir l'ORL, le revoir, voir le neuro, faire des examens. On est quand même moins dans l'urgence, on a plus le temps de se poser et souvent on y arrive plus facilement et avec moins de stress. Bon alors si ce n'est pas un vertige, on passe à la deuxième partie du topo, qu'est-ce que c'est? C'est ces fameux troubles de l'équilibre, cette fameuse instabilité. Donc c'est hyper fréquent chez les sujets âgés, ça peut être aussi chez les jeunes, mais plus on vieillit, plus c'est fréquent. La marche, comme ça fait appel à des systèmes afférents, donc on a vu tous ces systèmes, des systèmes efférents qui sont les voies motrices cérébelleuses, l'intégrité des nerfs périphériques et des muscles. Pour peu qu'on ait une atteinte d'un de ces éléments, on va avoir des troubles de l'équilibre, une instabilité. Donc le panel est hyper large et c'est là où on va être obligé un petit peu de passer en revue l'ensemble des grands systèmes. Alors je ne vais pas vous détailler toutes les grandes étiologies et toutes les grandes causes possibles, mais on va voir les principales. Dans ce cadre-là, comme dans tout domaine évidemment, mais l'interrogatoire et l'examen clinique vont quand même être un élément d'orientation majeur puisqu'on pourra avoir des atteintes proprioceptives, cérébelleuses, visuelles, des choses qui ne sont pas neurologiques, etc. Donc il faut passer du temps sur l'interrogatoire et l'examen clinique. On balaye tout ce qui n'est pas neuro avant. Évidemment, on peut avoir des pathologies ostéo-articulaires, on peut avoir des étiologies vasculaires avec une artérite oblitérandément inférieure, on peut avoir des troubles psychogènes, on peut avoir des problèmes ophtalmo, des problèmes de baisse d'acuité visuelle, d'exophorie, des problèmes ORL.
Tout ça va être à éliminer dans un premier temps. Et puis ensuite, si on pense que c'est neurologique, on va passer à l'étape suivante qui sera d'un examen plus orienté sur la statique et la marche. Rien de bien exceptionnel dans ces examens. L'attitude générale, comment est la position du tronc, est-ce que le patient marche comme un cow-boy ou est-ce qu'il a un polygone de sustentation normal, est-ce qu'il arrive avec une canne, pas une canne, est-ce qu'il a tendance à partir en arrière, est-ce qu'il se casse la figure dans le box de consultation. La manœuvre de Romberg, est-ce qu'il a une danse des tendons? On va revoir tout ça. Est-ce qu'il y a un signe de Romberg? Le changement de position, comment ça se passe? Est-ce que ça déclenche des choses? Le passage de la position assis à debout? Est-ce que l'appui monopodal est tenu? Tout ça sont des éléments importants dans un premier temps. Et puis la marche, évidemment. On va voir la longueur du pas, le déroulement du pas, l'appui, le demi-tour. On va pouvoir sensibiliser la marche en faisant marcher sur une ligne, en fermant les yeux. Tout un tas d'épreuves où on va tester ce fameux équilibre et on va essayer de mettre en évidence une déficience ou une problématique qui va nous orienter. Alors, on va essayer de faire trois grands types d'atteintes. Les troubles cérébelleux, en premier, évidemment, c'est ce qui va donner le plus de troubles de l'équilibre. Hein, c'est le grand organe de la coordination dans le système nerveux. Et donc, il faut savoir parfaitement, je vais dire examiner quelqu'un ou tester un patient, l'examiner et reconnaître ce qu'est un syndrome cérébelleux statique et cinétique. C'est des choses basiques, mais finalement, ce n'est pas toujours évident, même quand on a des patients qui sont assez purs sur la sémiologie, tout n'est pas parfaitement clair et évident. Donc il faut être assez clair et essayer de recueillir tous les signes qu'on peut avoir et être assez systématique dans l'examen au fur et à mesure. Donc la danse des tendons, c'est le plus classique. On met le sujet debout, hein, on lui fait serrer les pieds. On regarde sur les tendons du jambier antérieur s'il y a des mouvements. C'est assez fréquent dans les syndromes cérébelleux statiques. Il va falloir le sensibiliser en serrant les pieds le plus possible. Hein. Dès qu'on écarte, on peut faire disparaître ce signe. Donc vraiment, c'est la position, les pieds serrés et debout, qui va nous aider. L'occlusion des yeux n'aggrave classiquement pas les troubles cérébelleux. Donc c'est une vérité qui n'est pas systématique, mais qu'il faut retenir. À la marche, on va avoir quelqu'un qui va avoir tendance à élargir son polygone, voire à écarter ses bras pour essayer d'avoir l'équilibre le plus important possible. Et à la marche, on peut se retrouver avec quelqu'un qui va avoir des embardés, partir à droite ou à gauche, voire ne pas pouvoir marcher sur une ligne pour tout ce qui est syndrome cérébelleux statique. Je vais vous montrer des vidéos après. Le syndrome cérébelleux cinétique, il va plus être dans l'examen segmentaire, c'est-à-dire va concerner plus les bras et les jambes. On va rechercher une dysmétrie ou une hypermétrie à la manœuvre doigt, nez ou talon-genou. Donc on va demander au sujet de poser son doigt sur le bout du nez et de répéter l'épreuve à droite, à gauche, au membre inférieur. Et on pourra tester aussi la synergie. Je vais vous montrer une vidéo en demandant au sujet de s'asseoir dans le lit ou de se mettre accroupi. Pour mettre en évidence des anomalies à ce niveau-là. Dans le temps, on va avoir d'autres manips qu'on fait un peu moins. La dyschronométrie, si on demande de faire un moulinet et d'arrêter, au sujet d'arrêter de mouliner et de repartir dans le sens inverse, il va avoir du mal à s'arrêter et à repartir dans le sens inverse. La diadococinésie, c'est les manœuvres des marionnettes pour voir si on peut avoir des mouvements de coordination de manière assez synchronisée. On peut se retrouver également avec un tremblement qui va être intentionnel. Et il va y avoir classiquement une hypotonie musculaire dans ces atteintes cérébelleuses. Alors je vous montre juste quelques vidéos. Ça reste basique, mais de temps en temps, il n'est pas inutile de pouvoir regarder ce que ça donne. Donc l'hypermétrie cérébelleuse. Alors j'espère que ça va marcher. Donc, manœuvre doigt-nez, donc on teste le syndrome cérébelleux cinétique. On demande à la personne de mettre son doigt sur le bout du nez. À l'approche de la cible, on a une grande oscillation. On voit bien qu'à gauche, elle n'a aucun problème. Et sur le bras droit, elle a une grande oscillation. Et donc, à l'approche de cette cible, c'est ce qu'on appelle la dysmétrie ou l'hypermétrie. Donc, il y a une approche, elle n'a plus la précision pour arriver pile sur le nez. Et elle va faire des mouvements qui vont être très irréguliers et qui vont petit à petit atteindre leur cible, mais avec des oscillations qui sont trop importantes par rapport à ce que normalement elle devrait faire pour arriver directement sur le bout du nez.
On peut faire la même chose. Alors là, c'est une manip qui est pas pathologique, on va dire. Le talon sur le genou. Voilà, on va demander au sujet de faire descendre son talon le long de la jambe. Et s'il y a également une oscillation le long de la descente du tibia, on pourra dire qu'il y a une dysmétrie ou une hypermétrie qui témoigne d'un syndrome cérébelleux cinétique. Pour ce qui est du syndrome cérébelleux statique, on va examiner la marche, comme je vous ai dit. On va être attentif à la danse des tendons et surtout à l'élargissement du polygone de sustentation. Donc vous voyez que cette personne marche un peu les jambes écartées. On va regarder aussi éventuellement les bras pour voir si elle écarte un petit peu, ce qui est un petit peu le cas. Et donc, ça va témoigner d'une atteinte plutôt médiane. Et je ne sais pas si on lui refait faire des mouvements. Voilà. Voilà. Elle a également... Voilà, il y a également une petite dysmétrie, hein, elle a du mal à toucher sa cible à la manœuvre douanée. La synergie, c'est un autre élément. Alors ça, c'est la position assise, passage de la position couchée à la position assise. On a un manque de coordination du fait de l'atteinte du cervelet entre, je vais vous remontrer parce que c'est passé un peu vite, et du coup, ça se traduit par une flexion des cuisses qui ne devrait pas se fléchir et un décollement des talons du lit. C'est pareil quand on va se positionner en position, quand on va demander au sujet de se positionner, de se mettre accroupi, il va se mettre accroupi et au lieu de décoller les talons, il va garder les pieds collés au sol et il va tomber en arrière. Donc se mettre accroupi, évidemment, ça met en jeu plusieurs mouvements de flexion. Et puis le fait de se mettre surtout en flexion plantaire à la fin, si on ne le fait pas, on part en arrière. Donc ça, c'est des petits mouvements, des petites choses qu'on peut faire qui sont relativement simples et qui peuvent nous aider dans l'examen. Quelques étiologies, il y en a plein. Le syndrome cérébelleux, c'est l'enfer quand ça arrive, ça peut partir dans tous les sens. L'alcool, évidemment, hein, une des principales étiologies, toute consommation chronique peut entraîner une toxicité sur le système nerveux périphérique et surtout sur le cervelet au niveau du système nerveux central. Tout ce qui est cause vasculaire, toutes les maladies inflammatoires. Donc les trois premiers sont en gros les grandes étiologies qu'on peut retrouver. Plus rares, tout ce qui est tumeur, infection, le VIH, le Creutzfeldt-Jakob. Iatrogène, on peut voir des gens qui ont des surdosages en lithium ou en tegrétol qui ont des éléments cérébelleux, hein, il y a une toxicité cérébelleuse, une hypothyroïdie très sévère, une carence en vitamines. Vitamine B1, on va retrouver dans un tableau de Gaillet-Wernicke. Il n'y a pas toujours d'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, mais il peut y avoir l'atteinte cérébelleuse. Et des maladies un peu plus rares et des maladies un peu plus graves, comme une atrophie multisystématisée, qui est un syndrome parkinsonien dégénératif. Dans les autres troubles de la marche et de l'équilibre, on peut en trouver dans le contexte d'une pathologie parkinsonienne, d'une atteinte extrapyramidale. Rapidement, vous connaissez tous la triade parkinsonienne, rigidité, plastique, akinésie, tremblement, certes, mais altération des réflexes de posture au pull test. Je me mets derrière le patient, je le teste, je le tire en arrière. S'il n'arrive pas à se retenir ou même mettre un pied pour se retenir, il se casse la figure. Il y a une altération des réflexes de posture. Une marche antéfléchie à petits pas, le classique freezing, les pieds gelés au sol, hein, ils n'arrivent plus à démarrer et ils vont se casser la figure, ou la festination où ils se mettent à courir après leur centre de gravité et ils ont une marche qui s'emballe, ils ont parfois besoin de s'arrêter, de se coller à un mur pour se freiner et pour ne pas tomber. Alors, on a l'impression que l'extrapyramidal ou le Parkinson, c'est les grandes maladies, enfin la maladie de Parkinson et les neuroleptiques, c'est les grandes causes de syndromes extrapyramidaux, mais il y a beaucoup d'autres étiologies, hein, notamment ce qu'on voit pas mal, c'est les atrophies multisystématisées quand on a un doute sur un Parkinson, des paralysies supranucléaires progressives, la démence à Korn-Lewis. Ne pas nous oublier que dans certains cas, on peut avoir des états pseudo-parkinsoniens, dans les états, ce qu'on appelle lacunaires, ou les états criblés, quand il y a des lacunes profondes, notamment chez les gens qui ont une microangiopathie hypertensive très sévère. La fameuse hydrocéphalie qu'on voit une fois tous les
36 du mois, parce que effectivement c'est très très rare. Mais il y en a quand même quelques-unes qui donnent ce tableau de ralentissement à la marche et de signes pseudo-parkinsoniens. Et puis après, il y a d'autres causes de maladies plus rares. Je vous ai mis par exemple dans la Corée de Huntington, on peut avoir un syndrome parkinsonien et de ce fait des troubles de l'équilibre. Donc, les troubles cérébelleux, les troubles extrapyramidaux, les troubles de la sensibilité profonde ou de la proprioception ou de l'arthrokinétique. Donc ça va correspondre, je vous ai mis ce vieux schéma qui doit faire peur à tout le monde. Ça c'est la voie lemniscale en fait, qui est une des voies de la sensibilité. Je vous rappelle qu'il y a deux voies de la sensibilité, le faisceau spinothalamique ou la voie extralemniscale, c'est la sensibilité superficielle, assez grossière. Et puis il y a la voie lemniscale qui fait la sensibilité très fine et la sensibilité profonde. Donc cette sensibilité qui correspond au sens de position des articulations ou la sensibilité vibratoire. Donc quand il y a une altération, on va avoir une démarche talonnante qui va consister à lever trop haut la jambe et laisser retomber le pied sur le talon en premier. Tout ça parce qu'on ne sait plus dans quelle position est sa jambe et qu'on envoie sa jambe trop haut et qu'elle a tendance du coup à retomber sur le talon. On va avoir classiquement une aggravation par la fermeture des yeux, c'est ce fameux signe de Romberg à la manœuvre de Romberg. Et puis à l'examen, vous allez avoir une perturbation du sens de position du gros orteil. Alors ça, vous ne l'aurez que dans les formes très sévères et souvent, on a en fait plutôt une atteinte de la sensibilité vibratoire, au diapason qui est posé sur les crêtes osseuses, cheville, sur le tibia, la tuberosité tibiale, sur les crêtes au niveau des hanches, sur les épines iliaques au niveau des hanches. On peut le faire sur les poignets, sur les coudes, sur les clavicules. Donc la sensibilité vibratoire au diapason, ça va être ce qui va être le plus sensible et on a fréquemment quand même des atteintes qui sont dissociées entre les deux. Vous pouvez faire le sens de position, vous bougez le gros orteil, le sujet, vous lui dites est-ce que l'orteil est en haut ou en bas, il vous dit c'est en haut ou en bas, vous vous dites c'est normal. Et en fait fréquemment on peut avoir quand même une atteinte de la proprioception et le sens de position peut être atteint, du gros orteil peut être respecté et il n'est atteint que dans les formes très sévères. Au bras, on peut faire cet équivalent de sens de position du gros orteil en faisant ce qu'on appelle la préhension aveugle. On dit au sujet de fermer les yeux, on lui prend le bras, on lui met le bras en l'air et avec son autre main, il doit aller attraper son pouce. S'il n'arrive pas à attraper son pouce, c'est qu'il y a des troubles de la proprioception. Évidemment, ça se fait les yeux fermés puisqu'il faut enlever toute information visuelle. Et donc tout ça peut entraîner des troubles de l'équilibre. Pareil, vous avez vu le schéma de sensibilité, c'est pour ça que je vous l'ai remis. On part de la racine postérieure avec le ganglion rachidien postérieur. Donc il peut y avoir une lésion sur toute cette voie jusqu'au cortex pariétal. Et donc on peut se retrouver avec des causes aussi variées qu'une atteinte du nerf périphérique et des neuropathies ataxiantes, une compression par une hernie, une atteinte du ganglion rachidien postérieur ou de la racine postérieure. On peut avoir des lésions médulaires. Là, je vous ai mis une imagerie, ça ne se voit probablement pas très bien. Il y a une lésion postérieure ici au niveau de la moelle cervicale qui correspond à un tableau de sclérose combinée de la moelle par carence en vitamine B12. On peut avoir des lésions du tronc cérébral dans le cadre d'une septe, tout ce que vous voulez, une tumeur, autre chose. Là, je vous ai mis un exemple, par exemple, de petit hématome au niveau du thalamus qui peut entraîner une ataxie proprioceptive controlatérale à cette lésion. Rapidement, une petite info sur les troubles de la marche d'origine frontale ou ce qu'on appelle sous-cortico-frontal. C'est ce qu'on appelait avant, mais maintenant on essaie de le dissocier, la fameuse asthésie abasique qu'on voit chez les sujets âgés qui sont tombés, qui sont restés allongés pendant longtemps dans leur lit, qu'on remet debout, qui ne savent plus tenir debout ou qui ne savent plus initier la marche. Donc en gros, on dissocie deux choses. Tout ce qui est sous-cortico-frontal, c'est la difficulté à maintenir son centre de gravité dans le polygone de sustentation et c'est des gens qui ne vont pas pouvoir rester debout. Je vais vous montrer une vidéo de ce type d'atteinte et un des modèles, c'est la paralysie supranucléaire progressive. On en a parlé dans les syndromes parkinsoniens tout à l'heure. Et puis on peut avoir dans ce pot pourri d'astasie-abasie, un déséquilibre plutôt lié à une atteinte frontale, et ce n'est pas sous-cortical, mais c'est plus le cortex, donc la superficie. Et à ce moment-là, c'est des gens qui vont avoir du mal à initier la marche, à diriger leurs jambes pour marcher. Et donc on peut l'avoir dans plein de contextes qui touchent le cortex frontal. On peut souvent avoir aussi d'ailleurs, du fait de cette atteinte du cortex frontal, des signes de démence qui sont associés.
Donc sur ce trouble de l'équilibre, par exemple, je vous montre une vidéo de... Alors où est-ce que je l'ai mis? Une vidéo de ce qu'on appelle la maladie de Steele-Richardson, donc c'est la paralysie supranucléaire progressive, où il peut y avoir ces difficultés d'astasie-abasie historiquement, et donc où il peut y avoir des troubles de posture et il y a une tendance à la rétropulsion. Alors là, ce monsieur marche plutôt pas mal, mais il pourrait très bien avoir des difficultés pour initier la marche ou pour rester debout. Voilà. Donc un exemple de troubles de posture et de sujets qui pourraient avoir ce type de troubles de l'équilibre et de la marche. Alors on continue à balayer, c'est un petit peu laborieux, mais c'est vrai que ça fait partie des grands domaines, des grandes questions qu'on doit se poser chaque fois qu'il y a ce trouble de l'équilibre. Les troubles de la marche d'origine fonctionnelle ou psychogène, on verra qu'il y a d'autres troubles de la marche que je ne détaillerai pas parce qu'ils sont plus évidents, mais c'est intéressant d'en parler parce que c'est toujours une grande question pour nous neurologues, et puis j'imagine que vous pouvez avoir des gens qui ont des troubles fonctionnels de ce type en consultation, et donc c'est toujours une grande leçon d'humilité parce que c'est compliqué, et on n'est pas toujours dans la grande leçon d'hystérie ou dans la grande forme d'hystérie, comme on peut la voir dans ce tableau-là qui représente Charcot et sa patiente. Et finalement, ce diagnostic va être un diagnostic d'élimination. Donc il faudra avoir éliminé toutes les causes neurologiques qu'on peut avoir citées avant et dont je vais vous parler après, toutes les autres causes. Et on va essayer de s'appuyer sur un certain nombre d'éléments de l'histoire clinique et un certain nombre d'éléments de l'examen clinique. Donc qu'est-ce qui va nous faire dire que c'est psychogène ou fonctionnel? C'est toujours un peu la même chose. Le début est toujours un peu brutal et bruyant. Il y a des paroxysmes, il y a des rémissions spontanées. Le contexte est hyper important. Souvent, il y a un traumatisme, physique ou psychique. Il y a des bénéfices secondaires. Il y a des somatisations multiples. Il y a un terrain. Il peut y avoir un retentissement fonctionnel, c'est-à-dire sur une fonction précise, très sélectif, alors que tout le reste est préservé. Et puis, il peut y avoir ce qu'on appelait la belle indifférence, mais c'est juste une indifférence, une personne qui reste dans son lit avec un grand sourire et qui vous dit « j'arrive plus à marcher depuis 3 mois ». À l'examen clinique, c'est souvent très spectaculaire. Je vous montrerai une vidéo. On a l'impression que vraiment la personne vraiment a des signes majeurs. C'est souvent incohérent. Alors c'est souvent incohérent par rapport à l'examen clinique et nous, ce qu'on a l'habitude de voir. C'est variable en intensité, en topographie. Ça va toucher un bras, une jambe, ça va toucher la marche, mais pas en position allongée. On peut avoir une certaine lenteur dans certaines situations. On peut avoir souvent, les gens n'arrivent pas à contrôler ces anomalies et on peut avoir une amélioration par le fait de les distraire, leur faire des manipulations ou des signes ou des manœuvres comptées ou d'autres choses qui peuvent améliorer les choses. La résolution, elle peut être classiquement facilitée par la suggestion, ça fait partie tout ce qui est lié à la conversion, par la prise de placebo, par une psychothérapie. Et souvent, quand le patient n'est pas observé, quand il a l'impression d'être seul, on ne retrouve pas ces troubles. Donc vous voyez que c'est un ensemble de petits éléments, mais rien ne vous fait dire, même si vous avez tout ça, que vous n'avez pas un peu d'organicité et un trouble fonctionnel surajouté. Ça arrive que des gens aient une vraie maladie et que par-dessus, ils amplifient un mouvement anormal, un trouble de la marche ou une autre problématique. Donc très difficile les diagnostics d'élimination. Rapidement, je passe sur les autres causes parce que ça paraît évident et c'est tellement compliqué, on pourrait y passer des heures et je n'ai pas envie de vous assommer avec tout ça. Quelqu'un qui a fait un AVC qui va avoir une marche spastique avec un fauchage de la jambe en hyperextension peut avoir des troubles de l'équilibre. Quelqu'un qui va avoir une faiblesse d'une jambe peut avoir une boiterie liée à cette faiblesse et donc pour avoir des troubles de l'équilibre. Tout ce qui est atteinte vestibulaire, on en a un peu parlé avec l'ORL, que ça soit central ou périphérique, va avoir des troubles de l'équilibre et de la marche. Des mouvements anormaux, un tremblement de la jambe, des myoclonies peuvent entraîner des troubles de la marche. Et puis surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'on peut avoir le mix, et c'est souvent le cas. La personne qui a une neuropathie périphérique, d'origine diabétique, alcoolique si vous voulez, qui a un syndrome cérébelleux parce qu'il boit un peu trop, ou qui a des séquelles d'une chirurgie, du rachis cervical, etc. Souvent, c'est un mixte. En plus, il n'y voit pas bien. En plus, il n'entend pas bien. Et donc, au final, on n'arrive jamais à identifier de manière
très très clair une seule étiologie, il y a plusieurs étiologies. Plusieurs étiologies veut dire plusieurs bilans ou plusieurs prises en charge. Et donc, ça sera là où il va falloir orienter cette personne. Évidemment, il n'y a aucun examen complémentaire spécifique de la marche. Alors, vous pouvez toujours faire comme cette personne qui est attachée avec des systèmes pour étudier les mouvements des jambes, pour étudier la contraction musculaire, mettre des caméras et étudier tout ça et en tirer des cours. Mais il n'y a rien qui pourra vous dire c'est cérébelleux, c'est proprioceptif, c'est extra-pyramidal. Et donc, vous resterez toujours dans quelque chose de très descriptif. Mais au final, c'est la sémiologie, l'interrogatoire à la sémiologie qui va vous faire dire c'est périphérique, fait un EMG, c'est central médulaire ou central plus supramédulaire et il faut faire une IRM cérébrale. Avant de conclure, je vous montre juste quelques vidéos parce que j'ai quelques vidéos intéressantes, notamment sur notre patient que j'ai appelé conversif. Je ne sais pas s'il est conversif, en tout cas il a un trouble fonctionnel et une marche bizarre. Donc il y a toujours une notion d'effort. Quand les gens ont un trouble fonctionnel ou un trouble de cet ordre-là, on a l'impression qu'ils font des efforts surhumains et ça c'est assez constant. Et là, ce monsieur, on a l'impression qu'il se débat. Si on entend le son, on va entendre qu'il est en train de faire des espèces de mugissements comme s'il faisait un effort ou qu'il soulevait des haltères C'est très fort. Ensuite, ça ne correspond à rien. C'est-à-dire que lui, au lieu d'avoir les jambes écartées et la danse des tendons, lui, c'est la danse tahitienne. Ça peut varier. Alors, un coup, il a des embardés, un coup, il balance les fesses, un coup, c'est les bras qui partent dans tous les sens. Bon, après, ça peut être très impressionnant. Hein. On peut se dire, quelqu'un comme ça, je ne sais pas s'il a quelque chose de neurologique ou pas, mais c'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça qu'après, il faut reprendre l'examen clinique. Le trouble proprioceptif, le trouble cérébelleux, le tonus, est-ce qu'il y a une pathologie extra-pyramidale et voir ce qui se passe. Donc lui, on l'a fait bien marcher, c'est très bien. Et puis surtout, on va l'allonger après. On va l'allonger, alors peut-être pas vous montrer tout de la manière dont on va l'allonger, mais par exemple, on va lui mettre les jambes en l'air. Et vous allez voir ce qui va se passer. Évidemment, il y a une jambe qui ne va pas tenir. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire-là? C'est qu'il arrive quand même à marcher, ce brave type, et qu'il se déplace dans le bureau, et qu'il est venu sur ses jambes, et qu'il arrive à faire des choses dans la vie de tous les jours. Mais là, il est incapable de quasiment relever sa jambe. Donc finalement, on va s'appuyer sur la présentation, sur un certain nombre de choses, et surtout sur l'examen clinique, et des discordances qu'il peut y avoir, sur les capacités qu'il peut avoir dans la vie de tous les jours, ce qu'il est capable de faire à l'examen, ce sentiment de force, parce que je ne vous ai pas tout montré, mais à un moment donné, il lève son bras, on dirait qu'il soulève la terre. Et ça, je dirais que c'est un peu d'expérience et surtout de la rigueur dans l'examen qui aidera à faire des choses. Je vous montre notre patient proprioceptif, avec des troubles proprioceptifs et qui va avoir des troubles de la marche, une marche plutôt talonnante. Alors, on peut dire que c'est ataxique. Hein. Déjà, il écarte les jambes. Hein. Quelqu'un qui a des gros troubles proprioceptifs va quand même écarter les jambes parce que ça va l'aider pour l'équilibre. Et puis, il va y avoir cette jambe qui est un peu trop levée et qui va retomber un peu en arrière. On dit que quelqu'un qui a de l'expérience, il entend le patient, il l'entend arriver, et il entend la démarche talonnante et il va dire ça, c'est un trouble proprioceptif, ou il y a un trouble proprioceptif associé. Et donc, ça met un peu la puce à l'oreille. Là, il y a un Romberg, je peux vous montrer ça, et on va avoir bientôt fini, je crois, sur cette vidéo. Donc, la manœuvre de Romberg, je vous rappelle, hein, le sujet va se mettre debout, les pieds serrés. On va regarder d'abord s'il y a une danse des tendons. Alors lui, il fait son petit demi-tour, mais il va bientôt arriver à se stabiliser. On a bien regardé s'il élargissait les jambes, s'il écartait les bras. Alors, là, on pourrait ne rien voir. Vous lui serrez les pieds de 2 cm, il peut se mettre à avoir une danse des tendons. Ça, c'est très important. Et puis, une fois qu'il est stable, alors évidemment, on est toujours plus rassuré quand il y a des troubles de l'équilibre d'avoir quelqu'un ou de faire bien attention en lui faisant fermer les yeux. Et en lui faisant fermer les yeux, on le prive de son information visuelle. Comme il a des troubles proprioceptifs, il va tendance à osciller, se casser la gueule. Ce n'est pas latéralisé. Hein. S'il y a une atteinte latéralisée, on va partir sur une atteinte plutôt vestibulaire. Donc là, le signe de Romberg qui correspond à cette oscillation à la fermeture des yeux est non latéralisé et témoigne d'une atteinte proprioceptive. Voilà, je
crois qu'on peut s'arrêter là. Je vous dirai juste en message que vous devez rapporter à la maison et garder à l'esprit que si vous avez vraiment un problème, il faut plutôt m'appeler parce que c'est quand même assez compliqué et que même en étant assez rigoureux, on est obligé de parfois avoir les gens une deuxième fois et quand on a trouvé des choses la première fois, on se dit bah non, finalement, je ne suis pas sûr de ça. Et c'est quelque chose d'assez, parfois assez compliqué et pas toujours très marrant parce qu'il faut en plus y passer beaucoup de temps et les gens sont un peu confus. On vous raconte plein de choses sur les lunettes qui ont changé, le ceci, le cela. Parfois ça part un peu dans tous les sens. Mais... Donc si vous avez un problème, n'hésitez pas à m'appeler, j'essaierai de vous rendre service. Mais il faut être bien précis pour s'en sortir. Voilà, merci, j'espère que je ne vous ai pas trop...